Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et défi. Tu es malade depuis le nez où tu as visité la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire du rigolo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la même chance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme alors qu'il paraît de l'inconfiance. On ne parlait pas chez nous. On veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'art. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma femme des matins, c'est la faute à Fabia. Mon blanc de mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille aisée, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien veille qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Ton cas est grave. Tu fais discours et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. L'absolution de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, mais il y a un chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir et de traite comme un boubou. N'ayons peur de le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon droit trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Je me donne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un genre, tu ne veux même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chiffres à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton amour impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Tout qui brille sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as un acte mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis qu'on te brosse. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Mais ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par nous. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. Je vais parler. Bonsoir tout le monde. L'empire du mensonge, ça continue. Qui s'est déjà posé la question de savoir
lorsque la banque centrale d'un pays change son taux directeur, soit de 25 points, soit un équivalent de 0,5%, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle incidence, lorsqu'une banque centrale modifie son taux directeur, quelle incidence ça a? Quelle incidence ça a dans le portefeuille des riches? Vous avez déjà posé la question. Je vais vous expliquer ça prochainement. Oh, vraiment de Dieu. Je parlais avec mon collègue de ça aujourd'hui. Le blanc prend sa main, il fait comme ça. Voyons donc. Et Abdel, je ne me suis jamais posé cette question. Je sais seulement que lorsque la banque centrale change son taux directeur de 0,5 points, je sais seulement que ça va influencer dans les hypothèses. Toutes les dettes seront influencées. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà cherché à savoir quelle incidence ça a au niveau des riches? Le blanc fait comme ça, il dit non. Attends, je vais t'expliquer ça. Prochainement, je vais vous expliquer. Tous ceux qui vivions, nous tous qui vivons dans ce pays-ci, je vous dis que nous tous qui vivons dans ce pays-ci, mettez dans vos têtes la manipulation est à un niveau exposant 10 puissance 9. Si vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes, ah, vraiment de Dieu. Écoutez, Bush père, Bush fils, Clinton, Obama, Hillary Clinton, les 5 là, je dis bien les 5 là, ont créé plus de 7 millions de morts. Est-ce que vous pouvez suivre les médias vous dire ça? Je répète, Bush père, Clinton, Bush fils, Obama, Hillary Clinton, les 5 là, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, plus de 7 millions de morts. C'est eux qu'on adule. On les adule parce que les journalistes, à longueur de journée, matraquent les oreilles des gens. Depuis quand je parle, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, qui me dit grand frère. C'est-à-dire, quand tu parles, quand tu dis empire du mensonge, c'est-à-dire, les choses me reviennent dans la tête. C'est-à-dire, les choses me reviennent dans la tête, je dis, mais attends, nous sommes dans nous sommes dans Hollywood naturel. C'est-à-dire, quelqu'un te coupe la tête, il fait un film. Il dit que c'est l'autre qui t'a coupé la tête. Et tu crois. Alors que vous l'avez bien vu.
couper la tête. Mais il fait le film. Dans ce film-là, ça devient que c'est moi qui ai coupé la tête. Et nous croyons. C'est pour ça que moi, je les félicite souvent. C'est pour ça que je les félicite souvent. Je dis ça là. Actuellement, regardez, l'Europe est en train de devenir nazie. L'Europe occidentale est en train de se nazifier devant nous. Quand tu prends les textes européens de l'Union européenne, les textes de l'Union européenne disent que la Commission européenne ne peut pas infliger des sanctions à un pays. Soit c'est l'ONU, soit c'est les pays membres de l'Union qui donnent des sanctions à un pays tiers. On a vu Ursula venir nous dire que on prend les sanctions. Je vous mets une vidéo. Écoutez Marine Le Pen face à la question d'un journaliste. L'empire du mensonge, c'est le piège qu'on vous met dedans. On vous dit droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Lorsque tu tombes dans le piège, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. Parti démocrate, Parti républicain, ça ne veut rien dire. Bush père, républicain. Bush fils, républicain. Obama, démocrate. Clinton, démocrate. Les quatre, les cinq là, avec sa femme. 7 millions de morts. C'est que il faut toujours raisonner en termes de faits. Si tu mets les faits de côté pour tergiverser sur des écrits, les écrits ont pour but j'ai déjà débarrassé. Les écrits ont pour but de canaliser le cerveau des gens. Vous empêcher de poser la question, ces écrits-ci, les faits se sont passés où? C'est pour ça que lorsque tu questionnes l'histoire, tu vas trouver la même histoire racontée par plusieurs auteurs différemment. Il faut donc que, avec l'actualité présente, tu fais ce qu'on appelle le discernement entre les écrits historiques et les faits actuels. Tu te fais ta propre idée. Found, si tu veux discuter, je te donne mon numéro. Tu appelles par ma chaîne, par WhatsApp.
Voilà le numéro qui est épinglé, tu appelles par WhatsApp. Soit tu appelles direct. C'est-à-dire, lorsque tu questionnes l'histoire, tu compares l'histoire avec les faits actuels, bien les faits qui se déroulent actuellement, tu te fais l'idée de qui dit quoi dans les livres historiques que tu as lus. Mes chers frères, je me suis rendu compte que nous sommes dans un Hollywood naturel. C'est-à-dire, devant nous, l'Europe est en train de se nazifier à nouveau. La raison, c'est laquelle? Qu'on ne vous trompe pas. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première puissance mondiale. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première économie au monde. Lorsque une civilisation veut tomber, elle fait trop de bruit. Ils ne veulent pas, ils disent que s'il faut qu'ils perdent leur leadership, vaudrait mieux faire disparaître la planète. Pour ce faire, ils ont eu deux personnes aux États-Unis d'Amérique. Le premier, M. Kissinger. Écoutez ce que je vous dis là. Le deuxième, père son âme, il est décédé récemment. M. Siegfried Brzezinski, qui a conseillé tous les présidents américains. C'est lui qui a écrit le livre Le Grand Échiquier. Et quand il voulait mourir, il a dit que c'était une erreur. L'encerclement de la Russie était une erreur. Kissinger, qui était avec lui, Kissinger, il est vieux là. Actuellement, il est en train de dire que c'était une grosse erreur de penser encercler l'Union soviétique devenue la Russie. Il se passe que, comme dans leur culture, les actes posés actuellement sont relégués au calendrier grec. Lorsqu'il deal avec toi aujourd'hui, 3 ans plus tard, le deal n'existe plus. Il t'impose le rapport de force. Je vous ai dit l'autre jour, ils l'ont déjà fait. Ils ont fait ça au Japon. Ils ont fait ça au Japon. Les Chinois, étant une vieille civilisation, j'exhorte tout le monde, ceux qui aiment aller en vacances. Si tu pars en Chine et qu'il t'arrive d'aller au musée de Pékin, il faut lire ce qu'on a écrit à l'entrée de la grande porte du musée de Pékin. La place Tiananmen. On a écrit là-bas. Plus jamais ça. Lorsque tu poses la question à un officier chinois, il te dit, on ne va jamais oublier la soumission que l'Occident nous a fait. On ne va jamais oublier. Ne croyez pas qu'ils sont en train. Ne croyez pas. Ils n'ont pas été une civilisation de millénaires pour rien.
Alors, les Américains, voulant leur faire pareil ce qu'ils ont fait aux Japonais, ils ont été doublés. Comment comprendre si tu n'es pas en train de t'auto-détruire entre l'Occident et la Russie? Qui a plus d'intérêt chez l'autre? Je vais vous expliquer. La station spatiale internationale, ce qu'on appelle ISIS, là où on envoie les hommes dans l'espace, séjourner des mois, des semaines. Cette station a une particularité. Parmi les deux puissances, il y a une puissance qui pilote, il y a une autre puissance qui contrôle les membres d'équipage. Je veux que vous m'écoutiez. Les Américains décident qui doit aller. Les Russes transportent les gens et les Russes surveillent la trajectoire. Si la station spatiale décale de quelques degrés, c'est les Russes qui la ramènent dans sa trajectoire. Parce qu'à force de tourner autour de la Terre, il arrive un moment, elle se déplace de son orbite et c'est les Russes qui ramènent. Internet, avec le système SWIFT, 80% des câbles, ça passe par la Russie. L'Europe, en matière de gaz, est alimentée par la Russie. 40% de gaz consommé dans toute l'Europe occidentale vient de Russie. Il faut comprendre l'autodestruction d'une civilisation. Ils sont devenus fous. La France, à elle seule, est le plus gros investisseur en Russie. Mais écoutez les hommes politiques français. Les sanctions que la France met à la Russie pénalisent qui? Les Russes ou les Français? C'est-à-dire, tu te poses la question, mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. N'oubliez pas ce que je vous avais dit. La Russie n'est pas venue en Afrique pour rien. La Russie est venue en Afrique pour une chose. Nous avons perdu la guerre froide parce qu'ils ont soumis les Africains. Ils ont soumis les Africains par le crime, les assassinats, l'économie. Je viens m'installer. Quand je m'installe, maintenant, je vais régler le problème de l'Ukraine. Moi, ça me fait mal de voir les gens mourir en Ukraine. Si on me posait la question, je disais que Vladimir Poutine essaye d'arrêter et d'exiger à Zelensky de venir signer sa reddition. Parce que les morts ukrainiens ne disent rien à l'Occident. Ils s'en fichent.
il continue de dire l'Ukraine résiste, l'Ukraine résiste. Vladimir Poutine ne s'attendait pas à cette résistance. C'est de la manipulation. Vladimir Poutine traverse comme du couteau sur du beurre. C'est juste parce que il ne fait pas les bombardements massifs. Lorsque il décide de faire des bombardements massifs, vous n'avez plus où rester. C'est-à-dire, l'empire du mensonge est en train, elle seule, de créer sa tombe. Mais le drame dans l'affaire, c'est que les Africains, face à ce qui est en train de se passer, là, ne vont rien comprendre. Ils vont tomber dans le piège. Je m'explique. L'empire du mensonge a entre ses mains les dirigeants africains, les hommes politiques africains, toutes les organisations africaines, CEMAC, CEDEAO, SADC, CEAC, Union africaine. Toutes sont sous leur contrôle. Petite anecdote, sont allés en N'Djamena, disent au président Biya, nous partons évaluer les décisions prises au Cameroun, à Yaoundé par le FMI et les pays. Nous allons évaluer. Ils arrivent au Tchad, en N'Djamena. Disent le président Biya a demandé de dévaluer le franc CFA. C'est un ministre camerounais qui arrive là-bas. Il dit le président Biya a demandé de dévaluer le franc CFA. Le président Débé dit non, il ne peut pas signer une chose pareille tant qu'il n'a pas causé avec le président Biya. Oui, allô? Oui. 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 Ok, bonne nouvelle. Oui. Oui. Ils vont rentrer comment? Ok, je te laisse passer ton message. Bon, je vais aussi revenir sur ça. Au Canada, où que vous soyez, que vous allez dans vos ambassades, pour essayer de sensibiliser les ambassadeurs ou peu importe n'importe qui sur pour s'organiser entre nous en créant des comptes. Ici en France, il y a un activiste moi qui est déjà allé en Lituanie. Il y a aussi l'Ivoirien LVIC TV qui
sensibilise dessus. Donc si on peut se regrouper par rapport à ces gens-là et organiser je sais pas moi, des transferts, peut-être faire des collectes d'argent ou de n'importe quoi pour essayer d'aider nos frères pour qu'ils puissent rentrer. Parce que la situation elle s'empire. Hier, des Marocains, ils ont dû braquer les policiers là-bas apparemment pour pouvoir avoir un bus. Ils ont sorti les couteaux, menacé les policiers pour avoir un bus et mettre les gens dedans. L'Union européenne dit qu'il n'y a pas de discrimination, mais nous, on a les vidéos, on le voit, les femmes, les Africains, eux, ils sont mis de côté, ils ne prennent que des Ukrainiens, des Blancs. Je pense que vous avez dû voir les débats sur les chaînes de télé. Donc, ils prennent que des Blancs. Les Noirs sont mis de côté. Et aujourd'hui, ils ont fait des vidéos qui menacent de les enrôler de force dans l'armée ukrainienne. Donc, si on peut faire un effort entre nous de trouver des solutions, ce serait super cool. Ok, je vais parler de ça tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. Merci. Ok. Voyez-vous, les étudiants africains sont bloqués en Ukraine. Que dit l'Union africaine? Que dit les pays africains? Mais je vois des petits pays africains condamner la Russie. Ils condamnent la Russie, mais leurs enfants sont bloqués en Ukraine. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Lorsque tu sors du film de Hollywood, de droits de l'homme, retenez ceci. Le droit international, ce n'est pas écrit pour vous. Et je vais vous mettre une preuve que ce n'est pas écrit pour vous. Écoutez, on pose à Marine Le Pen la question. Tu es d'accord pour amener les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui fuient la guerre en Europe, en France, partout? Tu refuses les Syriens et les Afghans. Pourquoi? Alors que le droit international sur les réfugiés dit ceci. Elle dit non, les Ukrainiens sont européens. On dit que c'est parce que le droit international dit. Elle dit qu'il faut que les réfugiés syriens aillent en Arabie Saoudite. Vladimir Poutine est-il un danger? On a compris votre position. Et pourtant, en août dernier, après la chute de Kaboul aux mains des talibans, voilà la pétition que vous proposiez aux Français, au Rassemblement national. Je cite, dites non à l'accueil massif de réfugiés afghans. Question simple, pourquoi ce qui est vrai pour un Ukrainien ou une Ukrainienne ne l'était pas pour un Afghan ou une Afghane? Mais parce que ce sont les États-Unis qui ont mis en place le régime. On a compris votre position. Et pourtant, en août dernier, après la chute de Kaboul aux mains des talibans, voilà la pétition que vous proposiez aux Français, au Rassemblement national. Je cite, dites non à l'accueil massif de réfugiés afghans. Question simple, pourquoi ce qui est vrai pour un Ukrainien ou une Ukrainienne ne l'était pas pour un Afghan ou une Afghane? Mais parce que ce sont les États-Unis qui ont mis en place le régime taliban.
Là, c'est pas une guerre, là. Les talibans, ils ont été mis en place. Le régime taliban est aujourd'hui reconnu par chacune des grandes puissances. On discute avec eux. L'Union européenne leur a même livré 1 milliard d'euros de subventions au régime des talibans. Les Afghans, les Afghanes étaient pour certains en danger. Les femmes afghanes, les exactions des talibans. Il y a, mais parce que je comprends ça. Je comprends, vous avez des émotions, je le comprends. Et c'est pas de l'émotion, c'est une question assez simple. Non, mais moi, il y a un principe simple. Le droit d'asile individuel doit être demandé en démontrant qu'on est soi-même en situation de danger, c'est-à-dire mis en danger par son propre gouvernement. Je suis très ces éléments-là sont analysés par nos administrations, et s'il s'avère, comme Asia Bibi par exemple, que l'on est menacé de mort ou même condamné à mort, il faut accorder le droit d'asile. Mais à elle, on lui a pas accordé. Vous voyez, moi j'étais pour lui accorder, par exemple. Mais le soutien massif, mais je vous l'ai dit, le soutien massif de jeunes hommes, comme ça a été le cas en Syrie, quand l'Allemagne a ouvert les frontières, ce ne sont que des hommes qui sont arrivés. Vous voyez là en Ukraine, ce sont que des femmes, des enfants et des personnes âgées qui fuient la guerre. En Syrie, c'était des hommes qui arrivaient en laissant leurs femmes et leurs enfants dans le pays en guerre. C'était là relativement étonnant. Madame Le Pen, quelle est la différence entre un Syrien qui en 2015 était bombardé par Bachar el-Assad et aujourd'hui un Ukrainien qui veut quitter son pays précisément parce qu'il craint les bombardements? Parce que juste d'un mot, vous citiez la Convention de Genève. Voilà ce qu'elle dit. Elle empêche les pays signataires, la France, effectivement, de les renvoyer, je cite, dans un territoire où ils craignent d'être persécutés et où leur vie est menacée. C'est valable pour l'Ukraine aujourd'hui, c'était valable pour l'Afghanistan et c'était valable pour la Syrie en 2015. Pourquoi est-ce que vous faites un 2 poids 2 mesures entre les Ukrainiens, les Afghans en 2021 et les Syriens en 2015? Pardon, mais les Syriens qui étaient bombardés, c'était les islamistes. Mais pas tous. Dans l'ensemble, oui, quand même. Les Syriens qui étaient... Les femmes syriennes qui voulaient partir... Mais les Syriens qui étaient... D'abord, il y a des femmes islamistes. Bien sûr. C'est gentil d'avoir comme ça cette douceur à l'égard des femmes, mais il y a aussi des femmes islamistes. Hein. Il y avait des civils en train d'être... Donc, d'abord, c'était des islamistes. Deuxièmement, on savait que dans ces convois, il y avait des islamistes qui se glissaient, nous le savions pertinemment. Et donc, je pense que la situation est fondamentalement différente. Parce que l'Allemagne en a fait d'ailleurs une immigration d'installation. Il ne s'agissait même pas de revenir avec de la possibilité de revenir en Syrie. C'est absolument pas le cas en Ukraine. En Ukraine, on met à l'abri des femmes, des enfants et des personnes âgées pendant la guerre, et évidemment, elles le souhaitent, et nous le souhaitons, qu'elles puissent retrouver leur foyer le moment venu. En réalité, ce qui s'est passé en Syrie, c'était l'organisation d'une immigration de peuplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Allemagne a accueilli 500 000, en réalité, qui sont restés, pas tous, certains sont restés en Allemagne, les autres sont venus chez nous notamment, et dans l'ensemble des autres pays d'Europe. Donc ce sont deux choses fondamentalement différentes. Mais juste pour ceux qui nous regardent, et honnêtement, je suis très calme en vous posant la question. Après ce qui se passe en Ukraine, vous dites, on accueille tout le monde. On y va, Convention de Genève, c'est logique. La prise de Kaboul par les talibans, des femmes qui risquent d'être lapidées, qui risquent de subir des exactions. À ce moment-là, on vous entend vous, on entend Jordan Bardella, on en entend d'autres qui disent « Oui, mais il y a un risque terroriste, donc c'est seulement ce pour aider l'armée française. Et pour les autres, les femmes afghanes, elles resteront à Kaboul. » Est-ce que la question humanitaire n'est pas, encore une fois, il n'y a pas du 2 poids 2 mesures dans vos discours? Est-ce qu'au fond, je termine ma question. Est-ce qu'au fond, c'est pas parce que les Ukrainiens sont des chrétiens et les Afghans et les Syriens étaient des musulmans, est-ce que c'est pas la raison? Différence. Alors, absolument pas. Voilà. J'ai répondu à votre question, absolument pas. Mais l'Ukraine est un pays européen et je pense qu'il est quand même relativement naturel en termes de solidarité régionale que ce soit les pays européens qui puissent accueillir les réfugiés de guerre d'un pays européen, de la même manière que j'aurais souhaité qu'un certain nombre de pays arabes accueillent des réfugiés qui soient des réfugiés de guerre de pays arabes. Ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Et je le regrette profondément. Je trouve que c'est assez légitime, c'est assez naturel. De la même manière que des pays d'Amérique du Sud, si une guerre se déclarait dans un pays, eh bien, seraient très certainement les premiers à accueillir les réfugiés des pays d'Amérique du Sud. C'est naturel, c'est normal.
Je ne vois pas ce que vous trouvez d'anormal à ça. C'est pas normal, mais on Et comprend. encore une fois, je rappelle quand même une chose que vous ne souhaitez pas voir, mais qui est une réalité, l'intégralité des réfugiés syriens étaient des hommes. Les chiffres ne le montrent pas. Quand je vais être plus. La quasi-intégralité étaient des hommes. C'est assez étonnant de voir des hommes fuir un pays en guerre en laissant leurs femmes et leurs enfants là-bas. Ça veut dire que les hommes ukrainiens qui fuiraient seraient-ils légitimes à fuir? Il n'y a pas d'hommes. Il y a des hommes, et nos reporters, tous les jours, nous montrent qu'à la frontière, il y a des hommes qui fuient. Très peu. Mais non, Il y a pardon, quasiment que des femmes, des enfants et des personnes âgées ou des gens qui ne sont pas en capacité de se battre. Mais de toute façon, aujourd'hui, la France ne rentre pas en Afghanistan, ne rentre pas en Syrie. Ça changerait avec vous? Ah oui, parce qu'avec moi, le droit d'asile devrait être demandé dans n'importe quelle ambassade de France, dans n'importe quel pays du monde. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas accéder au territoire national si on n'avait pas l'autorisation d'y venir. Car le problème Il n'y majeur... a plus d'autorité consulaire en Afghanistan, française par exemple. Pardon? Il n'y a plus d'autorité française, d'autorité dans n'importe quel consulaire. pays. Il n'y en a plus, par exemple, dans des pays comme l'Afghanistan, on n'y Je peux répéter? plus. Oui. Dans n'importe quel pays du monde. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas le faire en Afghanistan, vous le faites dans le pays d'à côté. Vous ne pouvez pas dans n'importe quel pays de transit, dans n'importe quel pays du monde. Aujourd'hui, on voit bien que le droit d'asile est dévoyé. Il est dévoyé. Il est utilisé comme une filière d'immigration. On arrive et on vous dit, si vous n'avez pas l'autorisation de rester en France, eh bien, demandez donc le droit d'asile. Et le temps de votre dossier, et même si on vous refuse le droit d'asile, eh bien, vous restez quand même sur le territoire national. Et cette situation n'est pas admissible. Voilà, parce qu'elle se fait encore une fois au détriment des Français, au détriment de notre sécurité, au détriment. Quand je vous dis nous sommes dans un film à ciel ouvert, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont demandé le visa à qui? Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont demandé le visa à qui? Lorsqu'ils sont allés en Nouvelle-Zélande, ils ont demandé le visa à qui? Lorsqu'ils sont allés en Inde, ils ont demandé le visa à qui? Lorsqu'ils sont allés en Amérique du Sud, ils ont demandé le visa à qui? Ce que vous ne connaissez pas, l'Argentine. Les Noirs n'existent plus là-bas. Mais est-ce que vous savez que l'Argentine était peuplée à 40% de Noirs? Est-ce que vous savez que le Brésil était peuplé à 60% de Noirs? Est-ce que vous le savez? Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, les faits historiques. Les faits historiques. Personne, c'est pour ça que le président, c'est pour ça que l'ours russe est difficile à manœuvrer. L'ours russe s'appuie sur les faits historiques. Tu ne peux pas parler 3 fois. La question que tu poses, il te ridiculise par une question aussi simple. Ça te ridiculise. Voyez-vous des êtres humains qui disent que eux, ils ne peuvent pas vivre si ils ne massacrent pas les autres. C'est-à-dire, l'Occident ne peut pas vivre sans massacrer les autres. Je vous ai dit hier, le pays qui avait inventé la poudre à canon, c'est la Chine. La poudre à canon servait à la Chine de faire les feux d'artifice. Les feux d'artifice.
J'ai un ami qui me dit, lorsque tu es au Japon et que tu sors avec une fille japonaise, toi, un noir, le souhait du père, c'est que tu fasses un enfant. Mais ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. Il me dit, c'est le père de sa copine qui lui dit, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu peux me faire un enfant avec ma fille? Le gars lui dit que non. Il répond, il dit au gars, j'ai besoin de ton sang dans ma famille. C'est le sang pur. Je suis souvent, quand je reste comme ça, je regarde dans quoi nous sommes aujourd'hui. Je me pose toujours la question, est-ce que nous allons nous en sortir? Tant qu'on continue de se comporter comme on se comporte, regardez une guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Et les pays africains ne peuvent pas mobiliser une compagnie, Ethiopian Airlines, qui va porter nos enfants. Avec les vols, on te paye. C'est quand même terrible. Quand on voit ça, c'est-à-dire, c'est terrible quand on voit ça. Ces États-là nous servent donc à quoi? Je vous mets une vidéo. Oui, ça. Et là, deux choses. On parle de quelque fois en 84 et 86, et puis surtout entre 1988 et 1993. Et donc, vous avez assisté, vous avez vécu. Écoutons Roland Dumas. De l'Empire soviétique, le démantèlement de l'URSS. Et là, deux choses. On parle de quelque chose de très précis. Le journal allemand Der Spiegel rappelle que les USA, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie avaient décidé pas d'élargissement de l'OTAN dans les pays de l'Est. Et je précise que des documents déclassifiés de l'OTAN, c'est paru il y a quelques jours, montrent que Gorbatchev avait réellement reçu des assurances lors de la réunification allemande et par la suite qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Ces engagements auraient été pris par James Baker, George Bush, les chefs d'État du gouvernement allemand, français, anglais et le secrétaire général de l'OTAN. Est-ce exact, Roland Dumas? Écoutez, William Party, il faut bien comprendre, c'était la fin de la guerre froide. Oui. La fin de la guerre froide et le début du rétablissement des différents pays. Et
Les pays vainqueurs avaient décidé de recevoir les pays vaincus. Mais Gelscher nous faisait remarquer qu'il n'y avait pas eu de traité de paix, à l'inverse de ce qui s'était passé dans les autres guerres. D'accord. Dans les autres guerres. Et Pas de traité de paix écrit, c'est pas de traité de paix écrit. voilà. D'accord. Gelscher a proposé qu'on fasse des réunions séparées pour pouvoir passer de la guerre qui finissait à la paix. Oui. Voilà. Et ces réunions ont eu lieu. Bon. La première a eu lieu le fois en Amérique, avec l'Amérique. Et la dernière a eu lieu en Europe, en France ou non? Pas en France. Non, la dernière a eu lieu avec Kovachev. D'accord. Et vous y assistiez? Vous y étiez? Oui. Le premier qui a pris la parole, c'était le Russe. D'accord. Shevardnadze. Oui. Et il a commencé en disant qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'on retourne à la paix. L'atmosphère était celle-ci. Il s'agissait de créer le retour à la paix. Oui. Mais il ne voyait aucun inconvénient, sauf deux raisons. Oui. La première, voulait que la paix revienne, que chaque pays prenne le double engagement. Lui, le premier, Kovachev, oui. le premier devant tous les autres. Le premier engagement, c'était que la Russie posait deux conditions. Oui. Ça va vous surprendre. La première, c'était que tous les pays expriment leur désir de paix. Oui. Et pour le prouver, il disait qu'il faut que chaque pays, dans ce cas, prenne l'engagement d'entretenir tous les monuments qui ont eu lieu, qui ont été faits par faveur pendant l'Union soviétique. Enfin, il ne fallait pas le démanteler. C'est ça. D'accord. Et il fallait que les différents pays de la Russie se continuent à s'engager d'entretenir les monuments qui avaient été faits pendant la guerre à la gloire de la Grande Armée russe. De la Grande Armée russe, oui, c'est ça, la Grande Armée rouge, je comprends. Qu'on ne nie pas l'histoire, qu'on ne rejette pas l'histoire. Voilà. Tous les pays libres qui ont fait la guerre, qui l'ont perdu, ou qui l'ont gagné, devront maintenir l'entretien des monuments à la gloire de la Russie. D'accord, d'accord. Et alors c'était drôle. C'était la première condition. Oui. La deuxième, c'est ça qui est très important. La deuxième condition était que les armées du traité des vainqueurs ne viennent pas déranger le retour de la paix. Oui. Notamment, alors l'histoire de l'OTAN s'est posée à ce moment-là, de l'élargissement de l'OTAN. Est-ce qu'il y avait un engagement ou pas? Oui. La deuxième condition, c'était que les armées de l'OTAN ne bougent pas, qu'il n'y ait pas d'engagement de ne pas venir jusqu'aux frontières des pays libres et qu'on respecte les conditions de paix. Oui. C'était très clair. Et l'OTAN ne devait pas s'élargir aux pays de l'Est, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Mais ce n'était pas un engagement écrit, Roland Dumas, c'était un traité. Le problème, c'était des déclarations qui étaient prises par les différents ministres des Affaires étrangères. On a fait un tour de table. Oui. Tout le monde a parlé. Et tout le monde était d'accord.
Tout le monde. Américains, les Américains, oui. Ouais. Les Les Français, les Allemands, tout le monde. Oui, bien. D'accord. C'était Baker qui était là pour l'Amérique. Oui. Il a donné l'accord en Amérique sur ça. Et Donc, après, tous les pays se sont engagés dans ça. C'est-à-dire, prenez l'engagement que les troupes de l'OTAN n'avanceraient pas vers les frontières des pays vainqueurs. Voilà. D'accord. Et ça a été, d'ailleurs, vous l'avez dit, quand il y a eu le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en 2016, il y a eu le 25e anniversaire, et vous-même, Roland Dumas, avec Gorbatchev, vous avez dit ça il y a 5 ans, 6 ans, on craint une nouvelle guerre froide avec la montée des tensions partout dans le monde. C'est ça. Et on y est aujourd'hui, à votre avis, dans une nouvelle guerre froide? Alors, à plusieurs moments par la suite, oui. J'ai dit, on a signé dans le procès verbal. Oui. On m'a dit non, il n'y avait pas eu de procès verbal, il n'y a pas eu de traité, il n'y a pas eu de traité de paix. C'était un engagement qui était pris par tous les ministres des Affaires étrangères présents. Oui. Oui. Et ça, effectivement, j'ai même dit, j'ai essayé d'avoir vous avez essayé que ça soit écrit. Pourquoi personne n'a voulu écrire ça? Pourquoi s'il n'y a pas écrit? Non, ça n'a pas été écrit. Ouais. C'est idiot. C'est dommage aussi. Mais la question a été posée par Shevardnadze. Oui. Elle a été acceptée par chacun des ministres présents. Oui. Et puis c'est tout. Oui, c'est ça, ça a été accepté. Ça a été accepté. Ça va aller traiter. Donc, à votre avis, l'engagement a été rompu depuis? Alors, non, pas spécifiquement. En réalité, on ne peut plus de cette engagement. Oui. C'était très fort. Oui, bien sûr. Ça va aller au traité. Oui, absolument. Et aujourd'hui, à votre avis, on est en guerre froide aujourd'hui? Oui, alors non, petit à petit, les positions se sont modifiées. Oui. C'est-à-dire, on est arrivé à la situation qui est celle d'aujourd'hui. Oui. Et je vais voir l'autre événement. Oui. Quelque temps après, le président des États-Unis, Bush, Smith, a demandé une réunion exceptionnelle de l'OTAN. Oui. Et il a une communication à faire à tous les partis, à tous les membres de l'OTAN. Voilà. Oui. Et sa communication était la suivante. Messieurs, nous devons gagner la guerre. Les alliés se sont entendus. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, suivante. C'est-à-dire que l'OTAN doit devenir le traité de paix de l'ensemble des États lillois. Ah oui. Alors, il faut que nous prenions l'engagement de faire la paix et de nous retirer. À ce moment-là, il y a eu un tour d'horizon. Oui. Et, tout le monde s'est exprimé, tout le monde était d'accord. Il faut que le traité de l'Atlantique Nord devienne l'instrument de la paix dans le monde. De la paix mondiale, c'est ça. La paix mondiale. Oui. Tout le monde s'est exprimé. Bon. Oui. Tout le monde exprimé son point de vue. Seul Mitterrand, qui était le président de la République, a dit, il a donné la parole, il a dit, j'ai beaucoup d'estime pour le président des États-Unis, mais je ne suis pas d'accord avec cette intervention. Le traité de l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique, est un traité pour les États du Nord. Ce que l'on nous demande de faire, c'est de l'étendre au monde entier. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Alors, par respect pour le président des États-Unis, José Biden, je ne veux pas voter contre cette proposition, mais je m'abstiendrai.
D'accord. Je demande donc au procès-verbal des archives des Atlantic Nord. On apprend que la France est absolue. Oui. Mais tout ça, c'est devenu après l'autre considération sur les ATP. Mais je voulais rappeler que Donc, voilà des gens qui s'asseyent, ils parlent, ils finissent de parler, tout le monde est d'accord, on se rend. Un matin, Bush fils arrive, c'est fini, l'OTAN doit être le gendarme du monde. C'est sur la base de cette décision qu'ils ont démantelé la Yougoslavie, démantelé l'Éthiopie, démantelé la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan. On a détruit les 2 tours jumelles aux États-Unis, le World Trade Center. On a identifié les Saoudiens. Bush prend le discours. Saddam Hussein, il a commencé le discours sur Saddam Hussein, arme de destruction massive. Saddam Hussein, arme de destruction massive. Pays voyou, arme de destruction massive. Saddam Hussein menace les États-Unis. On dit, mais Saddam Hussein a quoi à y voir alors qu'eux-mêmes nous ont dit que ce sont les Saoudiens. Le même jour, le seul avion qui a survolé le territoire américain, c'était l'avion de Ben Laden fils, le frère de Oussama. Nous sommes dans Hollywood. Donc, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ne prenez plus tout ce qu'on vous dit comme parole d'évangile. À chaque fois que ces gens commencent à vous parler dans les oreilles, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on nous cache? C'est la même chose, hein? Ça fait 2 fois. Donc 3 fois. Je regarde la télé, je regarde le journal. Oui, demain, la banque canadienne va changer le taux directeur. On attend, on n'est pas sûr. On change le taux directeur. Je me suis intéressé au taux directeur. J'ai découvert quelque chose de terrible. À chaque fois qu'on change de quelques points, les riches deviennent encore plus riches. Ça dit. C'est terrible. Ouais, Seigneur, non. 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 On ne se sait pas. Je suis fatigué. Ce mensonge que les gens nous ont mis dedans, je vous jure, il faut toujours ne sois pas pressé dans ce pays-ci. Ne sois pas pressé à faire quelque chose. Ne sois pas pressé. Nous sommes dirigés par le mensonge. C'est que nous sommes dirigés par le mensonge. Le mensonge est partout. J'ai confirmé le mensonge sur la crise du Covid. J'ai donné les mains. C'est-à-dire, j'ai donné les mains. J'ai dit oui, papa. Ça, c'est le higher niveau.
Le masque ne sert à rien. Ça a commencé. Le masque ne sert à rien. Il faut se vacciner. Dès qu'on a déclenché le Covid, 3 jours après, il faut se vacciner. La solution, c'est le vaccin. Il faut se vacciner. Non, le masque ne sert à rien. 2 semaines plus tard, portez les masques. Non, 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 les enfants ne vont pas porter parce que des personnes adultes, non, les enfants de 18 ans. Non, les enfants de 15 ans. Non, les enfants de 12 ans. Non, les enfants de 8 ans. Ah, tout le monde. Non, c'est le vaccin. Il nous faut le vaccin. C'est le vaccin qui va résoudre le problème. C'est le vaccin. C'est le vaccin. Est-ce que le vaccin, vous nous garantissez que ça va nous sauver de l'affaire? Ça va atténuer la maladie. Ça va atténuer ça va atténuer la dangerosité. Donc la transmission rapide, là, ça va atténuer. Ah bon? On dit oui. Ah. Donc ça va atténuer. On dit oui. C'est alors le vaccin ou bien c'est pas le vaccin? On se rappelle que la définition du vaccin, ce n'est pas ce qui est dans Wikipédia. On parle dans Wikipédia, on change la définition du vaccin. On parle dans Wikipédia, on change la définition du vaccin. On parle dans le site de l'UNESCO, c'est l'UNESCO, l'OMS, on change la définition du vaccin. C'est autant de choses qui vont faire en sorte que Mngakana, Maboki. C'est autant de choses qui que tu entres dans le site de l'OMS. Ils ont changé. C'est terrible. Les gens, ils sont curieux. C'est qui ça? À l'image Judith Laure. Bon. À l'image Judith Laure. Tu dis, il manque comme le gouvernement machiavélique de Paul Biya et sa milice. Mon frère, il y a un adage en Ewondo. Je vais te dire cet adage en Ewondo. Les Ewondo disent, Imora Loruo ou Begayinfa. Je t'en supplie, porte le sac de Paul Biya. Il t'a dépassé. C'est pour ça que les Ewondo disent Imora Loruo Begayinfa. Je t'en supplie, je dis, porte le sac de Paul Biya. Porte son sac. Si c'est aujourd'hui que tu viens connaître que la politique, c'est du machiavélisme, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je suis désolé pour toi. Hein. Vraiment désolé. Votre manière de faire, c'est comme si le président Biya ne partira pas un jour du pouvoir. Tu sais pourquoi je suis content? Je suis content d'une seule chose. Que celui qui remplacera un jour le président Biya, vous allez faire pareil. Les Français appellent
le président Archange Touadéra, dictateur. C'est exactement ce que vous allez faire. On appelle Faustin Archange Touadéra, dictateur. C'est exactement ce que tu vas faire. Quand le président partira, celui qui va le remplacer, tu vas l'appeler dictateur. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On ne pourra que rire et boire du petit lait. C'est tout. Rien à faire. Je te conseille un livre. Va lire le livre de Machiavel lui-même. Va lire le Petit Prince. Va lire le Prince. Bon, n'applique pas donc ça en politique. Je veux voir si tu vas t'en sortir. N'applique pas, hein. N'applique pas ça en politique. Je veux voir si tu vas t'en sortir. Vraiment de Dieu. N'applique pas ça en politique. Je veux voir si tu vas t'en sortir. N'applique pas. Tu as compris? Tous ceux qui n'ont pas appliqué le prince sont à 1 mètre sous la terre. Il dit, tous ceux qui n'ont pas appliqué le prince sont à 1 mètre sous la terre. C'est pour ça qu'il est là. Il n'a pas d'émotion lorsqu'il doit prendre une décision. Vous l'insultez. Il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Quand il se lève, il dit, allez me auditer. Allez me auditer la ligne 94. Allez m'auditer ça de 2010 à 2021. Vous commencez à trembler partout. Vous tremblez partout. Vous tremblez partout. Dès qu'on a dit tous les titres fonciers obtenus sur la base, abandon des droits coutumiers, sont annulés. Les gens ont attrapé les AVC. Je te répète, il mourra le roi, begin fa. Nous là, on sait qui vous a dépassé. Nous, on sait qui vous a dépassé. Nous, on sait qui vous a dépassé. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de fanfaronner dans les directs par-ci et par-là. De dire comment il est sorcier, de dire comment il est vieux, de dire comment il est papa. On peut faire ça à quelqu'un. Nous, on l'aime comme ça. Mais nous, on s'attendait à ce que toi-même, tu puisses avoir le courage. Tu disais que le président Biya a fait ça, c'est bien. Il a fait ça. Bon, il ne devait pas faire comme ça, il devait faire comme ça. Mais vous n'êtes que là, critiquer, 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 insulter, critiquer, insulter, critiquer, insulter. Vous croyez que c'est avec ça qu'on va construire le pays? On va pas construire le pays avec ça, mon frère. Je suis désolé. Hein? Ah, je suis désolé, mon frère. C'est pas moi. Je ne suis pas la personne qui t'a mis dans les problèmes. C'est pas moi. C'est pas moi, mon frère. Vraiment. Excuse-moi. Mais la vérité, c'est ce que je te dis là. Portez le sac de Paul Biya. Il vous a dépassé.
Rien à faire. Rien à faire. Attendez. Son successeur. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question là. Il m'a dit, la personne m'a posé la question, ah, c'est encore quoi là? Il faut que je réponde à sa question. Avant qu'on ne se sépare, il faut que je réponde à sa question. Il m'a posé une question. Il m'a dit, voilà, il m'a posé la question sur les bonus du Cameroun. Mon frère, écoute-moi. Lorsque le Nigeria attaque le Cameroun pour la presqu'île de Bakassi, le président Biya, stratège qu'il est, connaît le système mondial, il fait d'abord face au Nigeria, il déploie l'armée sur le terrain, et de notre côté, il dit, j'attaque à la Cour internationale de justice. Les Nigérians se rendant compte que militairement, ils ne peuvent pas gagner. Pour les Nigérians, ils pensaient que l'armée camerounaise, ils vont faire une bouchée. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on pense battre les gens là. Ils sont très forts. Il faut plutôt aller sur la base des juridictions. Tous les voisins là étaient contre nous. Hein. Tous les pays voisins de la CEMA. Et c'était le Tchad, la Centrafrique. Tout le reste était contre nous. Parce que la France leur avait imposé. Le Cameroun est donc allé à la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a rendu son verdict que la presqu'île de Bakassi appartient à la République du Cameroun. Ça, c'est la décision du tribunal. Mais il faut l'appliquer. Dire que la presqu'île de Bakassi appartient au Cameroun, c'est une chose. Des populations habitent là-bas. Il faut maintenant faire appliquer la justice. Le président Obasanjo, le président Biya entre en contact avec lui. My brother, ça c'est ce que les Blancs ont décidé. Toi et moi, on va rentrer chez nous, on va parler. Il prend son avion, il va au Nigeria. My brother, tu veux quoi? My brother, j'avais déjà signé le contrat de pétrole là-bas. Combien? 10 ans, 10 ans. My brother, moi je te donne 15 ans. Oh, my brother, tu m'as sauvé. Parce que les multinationales mettaient Obasanjo avait la tempe ici, le fusil ici. My brother, je te donne 15 ans. Ils ont exploité 15 ans. M. Biya a dit, j'ajoute encore 3. Mon frère, lorsque, je te répète, il m'aura l'euro ou begin fait. Les populations vont faire comment? M. Biya, sa réponse simple. Celui qui veut rester Camerounais, reste Camerounais. Celui qui veut rester Nigérian, reste Nigérian. Mais qu'ils sachent seulement que ici, c'est le territoire camerounais. My brother, avant tout, on est d'abord frères. Maintenant, ça là,
c'est l'entente entre M. Biya et le président Obasanjo. Ça n'a pas une valeur juridique. Pour avoir une valeur juridique, il faut que ça ait le sceau de l'ONU. Président Biya rencontre Kofi Annan, le secrétaire général de l'époque des Nations Unies. Il dit, my brother, notre affaire là, il faut que tu nous crées une commission qui va délimiter le territoire, mes limites et le Nigeria, mes limites avec le Nigeria, mes limites avec les autres pays. Commission sont allés en, comment on appelle ça, en Irlande, ce que vous avez entendu appeler les accords de Greentree. On a écrit ça dans un document. Le Nigeria va exploiter le pétrole là-bas pendant un tel nombre d'années. On va délimiter les frontières. L'ONU, ça sera supervisé par l'ONU. Le Cameroun va financer. On n'a pas dit le Cameroun et le Nigeria. On a dit le Cameroun financera les déplacements. Mon cher ami, c'est après l'État du Cameroun 10 ans pour délimiter le territoire camerounais avec le Nigeria, le Tchad, partout, avec les bornes. On a donné à Paul Biya son document juridique. Il a ça à main à étudier. C'est pour ça que quand les ambassadeurs vont à l'ONU, on leur dit à l'ONU que ici, là, juridiquement, vous ne pouvez rien. Allez vous battre sur le terrain. Si vous pouvez gagner là-bas, militairement, vous vous entendez. Mais ici, juridiquement, il a le paper. Vous ne pouvez rien. Partout où ils passent, on les chasse. Maintenant, pour que ça réussisse, il faut juste passer par un renversement de pouvoir. On me donne 2 philosophies sur pied. Nous pouvons faire une rébellion militaire et on actionne le soulèvement populaire via la manipulation du peuple par la politique. On trouve donc cette personne en la personne de Kamto Maurice. Lui va actionner le soulèvement populaire avec la rébellion. On met le président sur président, le pouvoir tombe. Et quand le pouvoir tombe, le nouveau président qui va venir va trouver un pays en lambeaux. On va lui dire, signe ici, si tu veux l'argent. Le document qu'il est en train de signer, il est en train de remettre en cause le document que l'ONU a donné. Le document que l'ONU a donné à M. Biya, comme quoi, voici le territoire camerounais, ils sont en train de le remettre sans le dire au nouveau président qui est en train de signer. Tout ce que le nouveau président veut, il veut l'argent pour payer les fonctionnaires. Une fois de plus, les fonctionnaires qui sont un boulet dans une république. C'est pour ça que j'exhorte le président Biya, il faut neutraliser ces gens. Parce qu'un président en Afrique qui arrive, il n'a que un. J'ai passé Abdou Diouf ici. Vous avez suivi Abdou Diouf. Son seul problème, je vais payer les fonctionnaires avec quoi? Il préfère s'endetter et payer les fonctionnaires. Et quand tu vas regarder les qui démantèlent l'État, les mêmes fonctionnaires. C'est comme ça que le plan a été conçu. Et le seul moyen de remettre en cause ce document qu'a le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun, c'est renversement de régime. C'est le seul moyen. Il faut installer un chaos. Via ce chaos, on remet en cause le document. Ça n'a plus de valeur juridique. Eh oui. C'est de ça qu'il est question. Tu n'auras pas l'argent pour payer les gens. On va te dire, monsieur, signez ici. Si vous voulez l'argent. Quand tu vas dire, bon, je vais d'abord lire, on dit que signe, monsieur, tu veux l'argent, signe.
C'est le temps qu'il est question, mon frère. Nous connaissons ça, c'est pour ça que nous nous sommes levés. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'un pays africain est déstabilisé, sa cote sur les marchés financiers chute. Vous avez ce qu'ils ont appelé les agences de notation. Vous avez l'agence de notation américaine qu'on appelle Standard & Poor's. Va carrément enlever le pays. Ça n'a plus de note. La note de ce pays devient négative. Vous avez une deuxième agence qu'on appelle l'agence Moody's. Automatiquement, va retirer ton pays sur la liste. Ta note devient négative parce que quand le nom du pays ne s'affiche pas, la note, elle est négative. Donc, quand tu viens pour demander l'argent sur les marchés financiers, on va te dire, monsieur, ton pays est un pays à haut risque. Donc, un investisseur risque de perdre son argent. On commence par te dire, un pays à haut risque, le pourcentage d'intérêt, le pourcentage d'intérêt, c'est 60%. Si tu veux, on te donne l'argent. Tu es président. Tu veux payer les fonctionnaires, tu fais quoi? Si. George Weah en a fait les frais. Etienne Félix Tshisekedi Kilombo en a fait les frais hier. Lui-même, il a ouvert sa bouche. Il a dit, pour le Congo, c'est terminé. Je n'ai plus à chuter pour ça. Moi, je gère ce que je peux gérer. Le reste, c'est les générations futures qui vont savoir ce qu'ils vont faire. Pour le moment, je suis président, je gère ce que je peux gérer. C'est ça le système. Or, ce système, les gens qui sont en train de mettre fin à ça en Afrique, c'est les Maliens. Il a neutralisé les hommes politiques maliens, les militaires. Les 5 colonels ont dit on va régler ces gens. Leur malheur, c'est que les 5 colonels au Mali étaient au front. Ils ont vu de leur propre yeux l'humiliation qu'on les faisait faire. L'humiliation était quoi? Basée sur les hommes politiques corrompus jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à l'armée malienne n'avait plus de munitions. On vote le budget pour le ministère de la Défense. Tout l'argent est détourné. Tout l'argent. C'est ça le système. C'est pour ça que je préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. À un certain moment, si tu te rends compte que le pays va aller en vrille, on te pose la question, entre Kamto et le diable, tu prends quoi? Si tu es quelqu'un réfléchi, tu dis je prends Kamto. Tu prends Kamto. Parce que quand tu vas dire je prends le diable parce que c'est Kamto, le diable va te faire ça pire. La Côte d'Ivoire paye le prix de ça. Parce que les hommes politiques ivoiriens ont refusé de s'entendre sur le partage des richesses. Lorsque le père Houphouët décède, l'ancienne classe politique sous Houphouët, Alassane arrivant en tant que premier ministre venant de la FMI pour aider Houphouët, Alassane a commencé à reconstituer une autre. Via le FMI, on lui a dit reconstituer une autre élite politique. Alassane a donc commencé à coopter d'autres Ivoiriens qui étaient hors système. Ce sont ces Ivoiriens qui ont dit, mais Bédié ne nous aime pas.
Alassane est venu, il nous a fait la place. Mais Bédié là va nous chasser. Ce sont ces Ivoiriens qui ont préféré embrasser le diable Alassane. Ils payent le prix aujourd'hui. Ils les éliminent un à un. Donc Koulibaly, froup. Bakayoko, froup. Patrick Hachi, malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Président de l'Assemblée, malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Président du Sénat, malade demain, malade hier. Malade demain, malade hier. Donc, lorsque vous ne comprenez pas ce système, vous partez en vrille. Comparativement un jeune garçon sur Facebook. Là, il a. Et le monde part en vrille. C'est ça qui est la question. C'est pour ça qu'au Cameroun, lorsque un étranger arrive pour parler de nos choses politiques, même si je n'aime pas Kamto, il me met d'abord des Kamto. On chasse d'abord l'étranger. On le chasse d'abord. Quand l'étranger part, à Port du Popitala, reprenons notre problème, là où c'était. Oh, c'est ce que les Haïdjo n'avaient pas compris. Les Haïdjo, tout ce beau monde-là, devaient rester d'abord ensemble avec Oumyobé. Ils chassent d'abord Paris. Mais le problème était qu'ils n'avaient pas de rapport de force. Lorsque Félix Roland Moumi est parti à Genève pour aller chercher le financement, si tu pars chercher le financement pour acheter les armes, tu pars à Genève. Si tu veux les armes, va en Russie, bien va en Chine. Il est parti à Genève, comme si on vendait les armes à Genève. Il est tombé dans l'eau piège. Nous lui avons dit, on va te faire rencontrer quelqu'un. Il est resté à Genève. C'est là-bas qu'on a envoyé M. Bechel venir l'empoisonner 2 fois avec du thallium. Donc, mon frère, vraiment, moi, je déteste Kamto politiquement. Mais l'homme Kamto, ce n'est pas un problème avec lui. Mais Kamto, président du parti politique, lui et moi, c'est l'eau et le feu. Mais Kamto, parent, mari, j'ai rien à faire avec lui. Il ne m'a rien fait. Kamto, avocat, je n'ai rien avec lui. Il ne m'a rien fait. Mais Kamto, président d'un parti politique, dès qu'il tousse, je me lève. Le démon s'est levé. Mais vous n'avez pas remarqué une chose? Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, les djihadistes sont en train de se reposer en Afrique. Les djihadistes se reposent. Les djihadistes sont en repos. J'ai fouillé les informations. Les djihadistes ont fait quoi? Je ne vois pas. Ah! Les djihadistes ont fait quoi? Je ne vois pas. En tout cas, on se prend demain. Samedi, je vais vous expliquer le taux directeur, Banque centrale. Samedi, je vais vous expliquer. Les gars, ils ont fini avec nous. Ils ont fini avec nous. Je dis qu'ils ont fini avec nous. Fini avec nous.
Et Anna. Et tout ça, ce que je vous dis là, les médias ne vont pas vous expliquer comme ça. Hein. On va vous dire oui, le taux directeur a changé, 0,5%. Oui. Mais quelle est l'incidence de l'augmentation du taux directeur de 25 points qui signifie 0,5% dans les créances de tout citoyen? Papa, ça change. Mais à une seule particularité, c'est que pour le riche devient encore plus riche. Samedi, je vais vous expliquer. Avec les exemples clairs. Vous allez comprendre, nous sommes dans une manipulation terrible. C'est-à-dire, Hollywood à ciel ouvert. C'est-à-dire, on te prend, on t'accroche, on te blesse un peu, le sang goutte. Tac, tac. On dit que non, il ne faut pas que ça. Si tu blesses fort, le sang va beaucoup couler. Il faut que le sang goutte seulement. Tape, 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 tape. Tu bagarres, tu travailles. C'est pour ça que j'exhorte mes enfants ici là que faites tout pour ne pas travailler chez quelqu'un. Faites tout. Et vous-même vos entreprises. Même faites tout. C'est ça le système. Ça veut dire bonne nuit. Le système. Et je vais lancer ton cas sur Africa.